eu jusque-là un programme assez éclectique, parfois avec de l'archéologie. Aujourd'hui, c'est uniquement un double volet anthropologique. Et donc, je voulais remercier très officiellement de la part des organisateurs, parce que le séminaire est co-organisé par Bernard Moiseau de l'Institut de recherche pour le développement et Valérie Zetoun du CNRS, paléoanthropologue au CNRS. Et donc, je voulais remercier particulièrement l'association d'ethnologie des étudiants, donc, qui nous relaie beaucoup et qui pallie les manques institutionnels, monsieur le doyen, souvent. Les moyens manquent, on se débrouille. Donc, notamment, par exemple, les enregistrements de toutes les séances. Alors ça, c'est depuis l'année dernière, c'est un travail énorme. Merci aux étudiants qui s'en occupent, parce que ce n'est pas seulement un enregistrement, une mise en ligne directe, c'est un travail de sélection, de montage qui est très, très lourd, qui a été dans l'association commencé par monsieur qui est au fond, qui est arrivé en retard, monsieur Aurélien Losser, qui de son métier, de son premier métier, maîtrise ces techniques et elle les a enseignées à ses collègues. Grâce à toutes ces personnes, ces jeunes personnes, on a pratiquement l'intégrale des conférences mises en ligne sur YouTube, une chaîne dédiée qui a été créée par l'association, c'est bien ça. Et ça continue pour cette année apparemment, donc on enregistre, vous êtes au courant, Madame Taylor. Et donc ça permet notamment aux étudiants d'enseignement à distance de nous joindre, et puis aussi aux esselés qui sont sur les terrains lointains, de ne pas être complètement coupés de tout intellectuellement, quand même, ça, c'est une chose importante. Bon, je pense qu'on peut commencer. Donc, je passe la parole à mon collègue, M. Jérémy Acomédi, qui va vous présenter les intervenants. Merci. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment beaucoup de plaisir de vous voir ici, très nombreux comme d'habitude, pour ce séminaire que je coordonne avec M. Leroux. Et comme l'a déjà dit M. Leroux, je vais revenir seulement de façon très brève. Le thème du séminaire de cette année porte sur les êtres non humains, mais des êtres non humains en fait spéciaux, des êtres non humains en particulier. En effet, selon en fait, des collectifs d'humains et des non-humains qu'on aborde ici, des entités non humaines ne sont pas toutes, on va dire, dotées systématiquement d'un esprit, d'une âme, d'une intentionnalité, d'une subjectivité, ou, si vous voulez, d'autres propriétés qu'on peut dire internes, analogues à celles qu'on attribue normalement à des êtres humains. Et parmi celles qui possèdent, on va dire, effectivement, tout en partie de ces qualités internes, il en existe de plus importants que d'autres. Nous aurons aujourd'hui la chance et l'honneur de prolonger cette réflexion parmi des sociétés animistes, d'abord dans l'Amazonie équatorienne avec Anne-Christine Taylor, et ensuite en Alaska et au Kamtchatka avec Anastasia Martin. Avant de présenter les deux prestigieuses intervenantes, je tiens, comme au début de chaque séance, à rappeler que le séminaire cette année est dédié à Dimitri Karadimas, fin chercheur qui a essayé pendant toute sa carrière de faire dialoguer l'archéologie et l'ethnologie et qui nous a quittés l'année passée en 2017. Dans notre première présentation, nous avons donc le bonheur d'écouter Anne-Christine Taylor, directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de Nanterre, et ancienne directrice du département de la recherche et de l'enseignement du musée de Quai Branly entre 2005 et 2013. Comme la plupart de nos étudiants en ethnologie savent déjà, Anne-Christine est spécialiste des hachoirs, un sous-groupe Jivaros qui se trouve dans la forêt amazonienne entre le Pérou et l'Équateur, où elle a mené une recherche des terrains de 3 ans à la fin des années 70 et bien entendu d'autres travaux des terrains ultérieurs. Ces recherches les plus récentes ont porté sur les perceptions et l'expérience de l'histoire dans les sociétés indiennes et sur les conceptions indigènes relatives au processus psychique et à l'expérience de soi. Et aujourd'hui, va nous parler des rapports sexuels comme forme d'action dans des mondes amérindiens. Je suis donc ravi d'écouter sa conférence et je vous souhaite à tous et à toutes, bon, vous avez compris, à tous, un bon séminaire. Merci beaucoup.
Avant tout, je voudrais évidemment remercier Pierre Leroux et Jeremia Cometti pour leur invitation à parler dans ce séminaire. Je suis très honorée et particulièrement heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et j'ai une pensée émue pour Dimitri Karadimas. Je suis ravie de savoir que ce séminaire lui est dédié. C'était un grand ami et donc c'est très bien que ce séminaire lui soit dédié. Comme Jérémie vous l'a dit, je voudrais vous proposer aujourd'hui un petit exercice de réflexion sur un sujet a priori assez saugrenu, et peut-être d'autant plus que je vois que ces locaux appartiennent à la faculté de théologie, qui est celui du statut de la jouissance sexuelle dans le monde amérindien. Et vous me direz quel rapport avec les non-humains d'exception. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en réalité, la question de la jouissance sexuelle implique, comme je vais essayer de vous le montrer justement, tout à fait et tout à fait pertinente dans ce questionnement. Et je vais vous proposer cette réflexion en prolongeant des bribes d'hypothèses, disons, que j'avais développées dans l'introduction d'un récent volume de la revue Terrain, intitulé justement « Jouir, point d'interrogation », dans le cadre d'une introduction qui avait été coécrite avec Emmanuel Grimaud et Agnès Giard. Alors, pour comprendre d'où vient cette question et dans quelle perspective je l'aborde, il faut que je revienne très brièvement sur l'historique de ce numéro de Terrain. La nouvelle série de Terrain avait commencé avec un dossier qui s'appelait Renaître. Et le comité de rédaction de cette revue, à laquelle j'appartiens, devait donc trouver le thème d'un nouveau dossier après celui de Renaître. Et sur la lancée donc de ce volume, Renaître, c'est peut-être utile de préciser que nos séances du comité s'accompagnent toujours de libations assez abondantes. Emmanuel Grimaud, prenant les choses en aval, suggéra donc le sujet de l'orgasme. Et proposition évidemment accueillie dans l'enthousiasme. Et chacun y alla sur le coup d'une proposition de sommaire. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, décréta qu'il fallait absolument une contribution de Philippe Descola pour ce volume et que cette contribution allait naturellement s'intituler « L'orgasme plié en quatre », en honneur à sa fameuse quadripartition de nature et culture, par-delà nature et culture. Alors, Philippe étant un savant beaucoup trop sérieux pour traiter à la légère un sujet aussi imposant, il finit par décliner faute de temps. Mais il n'empêche, la matrice descolienne m'est restée en tête, sachant qu'elle pouvait peut-être offrir une prise, et pas nécessairement la plus bête, pour traiter de façon proprement anthropologique le sujet de la jouissance. Il y avait en effet plusieurs écueils à éviter dans cette affaire. D'une part, se retrouver coincé dans la position assez souvent, surtout autrefois assignée à l'ethnologie, de fournir le quart d'heure de récréation en détaillant les bizarreries sexuelles des peuplades exotiques. Ça, d'ailleurs, c'est une entreprise qui avait été menée avec un louable esprit de systématicité par une cohorte de savants, surtout allemands, au tournant du XIXe siècle. L'autre écueil était de concocter un énième volume sur la sexualité en général, un thème sur lequel les philosophes, les historiens et plus récemment les sociologues ont beaucoup tartiné ces dernières décennies, en produisant d'ailleurs des ouvrages pour certains tout à fait décisifs, à commencer évidemment par le monumental travail de Michel Foucault, Histoire de la sexualité. Cela dit, la plupart de ces travaux restent en deçà, en réalité, d'une approche véritablement anthropologique, dans la mesure où ils partent du postulat qu'on sait
ce qu'est la jouissance sexuelle et plus généralement la sexualité. Or, c'est précisément ce postulat de savoir partagé qu'il s'agissait de remettre en question et qui était la condition, en somme, pour développer une approche proprement anthropologique de la question. En même temps, cette question, évidemment, est particulièrement difficile à traiter pour l'ethnologie parce qu'elle achoppe sur une des limites de la méthode ethnographique canonique, ce qu'on appelle traditionnellement l'observation participante. En effet, il y a deux domaines de pratiques humaines qui sont en principe fermés à l'exercice de cette méthode de l'observation participante, à savoir précisément la sexualité et évidemment l'homicide. La déontologie de notre profession nous interdit, en théorie, de nous impliquer personnellement dans la vie sexuelle du groupe sur lequel nous travaillons. Et en d'autres paroles, cette déontologie, elle nous empêche d'utiliser l'instrument principal de la discipline, justement le corps et la subjectivité de l'ethnographe proprement dit, et pour le coup, donc, de frotter nos propres prémices et pratiques sexuelles à celles du collectif qui nous accueille, de manière justement à mettre en œuvre cette opération à la fois de dénaturalisation de nos habitudes et nos façons d'objectiver ce qui va sans dire pour les autres. Opération qui est justement à la base de notre pratique scientifique. En résumé, dans la mesure précisément où elle forme une zone de non-applicabilité, si j'ose dire, de la méthode de double objectivation constitutive de ce que nous appelons la relation ethnographique, du point de vue de la théorisation, la sexualité reste coincée d'une certaine façon dans une sorte de no man's land où fleurissent justement soit des prémices naturalistes non remises en cause, non questionnées, et une pléthore de fantasmagories exotisantes. Et justement pour cette raison, la sexualité ne cesse de rôder comme un spectre dans l'expérience ethnographique, et d'autant plus évidemment que les relations interethniques sont surchargées d'une mémoire d'oppression et d'exploitation sexuelle, de malentendus, de compatibilité équivoque, etc. Du coup, définir le bon angle d'attaque pour aborder la question de la sexualité dans une perspective spécifiquement anthropologique est un vrai défi disciplinaire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la direction de la revue Terrain a finalement décidé de se risquer à dédier un volume au thème de l'orgasme. Par ailleurs, nous voulions mettre en lumière la singularité de la préoccupation, voire de l'obsession moderne avec la question de l'orgasme, ce que certains philosophes justement ont appelé l'orgasmolatrie contemporaine, et d'en explorer les formes et éventuellement les raisons. Au final, nous avons choisi d'aborder l'acte sexuel non pas du tout comme une expérience humaine universelle, mais bien plutôt comme une forme d'action sur le monde, forme d'action donnant lieu à des conceptualisations, des conceptions tout à fait variables, lesquelles peuvent être déduites de l'analyse de discours et de pratiques observables. En d'autres termes, il s'agissait de révéler, au fond, ou de dévoiler les variations dans la manière d'imaginer ce que la sexualité fait au monde, ce qu'elle produit, ce qu'elle fait émerger, et ensuite extraire de ces variations éventuelles des principes sous-jacents d'ordre plus général. Et dans cette perspective, évidemment, l'outillage heuristique proposé par Philippe Descola dans Au-delà Nature-Culture me semblait offrir des possibilités intéressantes, puisque par le fait qu'en comparant des prémices
qu'on appelle d'ailleurs parfois à tort des prémices ontologiques, elle permet de réintroduire des opérations de symétrisation au-delà du plan ethnographique à un niveau beaucoup plus abstrait. Alors, j'en viens maintenant à l'Amazonie. Dans les paragraphes dédiés à l'Amazonie, dans cette fameuse introduction que nous avions faite au volume Jouir, je proposais quelques idées que je résume très brièvement. J'attirais d'abord l'attention sur un aspect paradoxal de la sexualité amazonienne. J'emploie le terme amazonien en connaissance de cause. Je me doute bien que c'est presque aussi absurde de parler de l'Amazonie en général que de parler de l'Occident en général. Simplement, il se trouve qu'au niveau de comparatisme où je me situe, on parle de comparer des grands blocs conceptuels et non pas, enfin, en réalité, des réalités géographiques. Et de ce point de vue, je pense qu'il est légitime de se donner un objet totalement arbitraire et en réalité fictif qui s'appellerait l'Amazonie. Donc, un aspect paradoxal de la sexualité amazonienne, un aspect qui avait d'ailleurs été très bien noté par Lévi-Strauss, comme toujours avant tout le monde, à savoir le contraste entre, d'une part, l'érotisation diffuse ou l'ambiance de sensualité généralisée, caractéristique des rapports entre parents ou entre co-résidents dans beaucoup de sociétés de basse-terre. Songez évidemment aux photos de Triste Tropique, en particulier les fameuses photos sur les Nambiquara. Donc, contraste entre, d'une part, cette érotisation diffuse et, d'autre part, la faible élaboration de et autour de la sexualité génitale et de l'orgasme en tant que tel. Comme le formule Lévi-Strauss, le plaisir recherché dans l'intimité physique, je le cite à peu près, semble avant tout d'ordre ludique et sentimental. Et Laura Rival, dans un des très rares travaux dédiés, une des rares études consacrée à la vie sexuelle d'un groupe des Basses-Terres, fait une observation tout à fait similaire à propos des Waorani de l'Orient de l'Amazonie équatorienne. Et elle laisse entendre que pour eux, le plaisir de la copulation n'est rien de plus au fond qu'un moment d'intensité agréable mais dépourvu de sens ou de signification spéciale dans un continuum de sensualité généralisée, quelque chose d'un peu similaire à une explosion de rire dans une conversation joyeuse. Et de fait, le peu que l'on sait des pratiques sexuelles réelles des Amazoniens, pratiques que l'on connaît un tout petit peu, évidemment surtout grâce aux travaux des missionnaires, faut-il le préciser, suggère qu'on est loin ici d'un ars erotica développé. Le registre des positions y est limité, le foreplay, les préliminaires, disons, sont assez sommaires et le tout est, dans l'ensemble, très peu prolongé. Par ailleurs, sous réserve d'inventaire, les langues amazoniennes semblent pour la plupart dépourvues de termes dénotant spécifiquement la jouissance sexuelle. Et celui-ci est désigné soit par des locutions onomatopéiques, des imitations de cris par exemple, comme c'est le cas chez les Métis selon Philippe Erickson, soit par des locutions qui renvoient au champ sémantique de la convivialité festive, du rire ensemble, comme c'est le cas chez les Jivaro en particulier, où le même terme sert à désigner les jeux d'enfants ou de jeunes animaux exubérants, la copulation et la rigolade collective. En somme, à première vue, l'orgasme apparaît simplement, comme je l'ai dit, comme un moment d'intensité particulière dans le continuum de plaisir sensuel généralisé, marquant les rapports entre membres d'une même famille, quelle que soit l'extension que l'on donne à ce terme de famille. Or, selon de très nombreux ethnologues, spécialistes de cette ère, tous ces comportements de caresse
d'attouchement et d'intimité corporelle constitue tout à la fois l'expression et le moyen de fabriquer des relations et des positions de parenté. Il relève, autrement dit, des techniques d'apparentement ou de familiarisation, pour reprendre la terminologie de Carlos Fausto, par lequel on produit des membres d'un collectif donné. Si l'on se tourne maintenant, chose que je n'avais pas faite dans le texte en question de l'introduction, si l'on se tourne vers la dimension génésique de l'orgasme, autrement dit ce qu'il produit ou peut produire, à savoir des bébés en l'occurrence, plus généralement, si l'on se tourne vers la place que l'orgasme occupe dans l'ensemble des processus vitaux, force est de constater que son rôle est généralement minoré par rapport à celui que tient la familiarisation. Certes, la copulation, et du point de vue indigène, surtout le plaisir de la copulation, crée un fœtus, mais celui-ci n'est qu'un morceau d'extériorité qui ne devient véritablement humain, donc un semblable, qu'à l'issue du travail de nourrissement, de commensalité et de modelage corporel dont il fait partie, dont il fait l'objet de la part de ses parents. Comme le formule à peu près Carlos Fausto, dans la production de personnes, l'acte d'engendrement est probablement moins important que le processus d'adoption, c'est-à-dire précisément de familiarisation, et ceci n'est pas sans rapport avec la grande rareté dans le paysage amazonien de rituels de fertilité au sens classique de l'expression. Ici, en effet, la multiplication des plantes et des animaux est une affaire de captation et de négociation avec les maîtres de ces différentes espèces et pas du tout le résultat d'un ensemencement métaphorique et éventuellement d'une coopération sexuelle entre les humains et des divinités quelconques, le résultat donc d'un ensemencement d'une entité type Pachamama, terre-mère, etc. Par ailleurs, je rappellerai qu'en Amazonie, l'accession au statut d'adulte procréateur passe très souvent par l'homicide, réel ou imaginaire, et beaucoup plus en tout cas par cet homicide que par un travail rituel sur les organes génitaux ou sur la gestion de la sexualité. C'est dire que la jouissance sexuelle a aussi un côté extrêmement ambivalent en Amazonie, pour l'évidente raison qu'elle implique des affins, des personnes peu ou prou différentes l'une de l'autre, porteurs donc d'un quotient d'altérité, et dont la relation, par conséquence, porte au moins virtuellement la marque de l'hostilité de principe typique en Amazonie du rapport aux autres. Des symptômes de cette ambivalence pullulent dans l'ethnographie des Basses-Terres. Par exemple, la très faible ritualisation du mariage, qui est vue en fait comme un processus de capture et de domestication mutuelle ultérieure entre les partenaires, me semble y renvoyer. Et on peut observer que le peu de gestes rituels qui accompagnent le mariage en Amazonie évoquent beaucoup plus souvent la prédation qu'autre chose. Par exemple, Alexandre Sorayes mentionne que chez les Kandoshi, quand finalement les négociations entre les parents d'un garçon et d'une fille sont à peu près terminées, le mariage consiste tout simplement dans le geste qu'a le jeune homme d'attraper la jeune fille par ses cheveux et de faire semblant de la tirer. Et voilà, le mariage est accompli, disons, publiquement déclaré. Et dans le même ordre d'idées, on notera la très grande fréquence dans des contextes rituels amazoniens de formes stylisées d'antagonisme entre hommes et femmes. Dans ces rituels, les femmes
sont appelés en effet à jouer ou à occuper la position de l'ennemi et du coup à être traités en conséquence dans des simulacres d'agression plus ou moins violents. Si l'orgasme apparaît donc bien d'un côté comme un moment d'intensification de la sensualité généralisée interparentale, il a aussi de l'autre côté partie liée avec le vecteur de la prédation. Et de fait, il se situe en fait au point de convergence entre câlinerie et agression. Et de cette conjonction, là encore, l'ethnographie régionale fournit d'innombrables exemples, à commencer par celui des agaceries érotiques entre beaux-frères Matisse, décrit par Erickson dans son article très joliment intitulé « Déjouir ». Et c'est un type de jeu qui combine provocation agonistique et intimité caressante, le jeu consistant à, pour deux beaux-frères, de s'asseoir l'un en face de l'autre et pour l'un de caresser le sexe de l'autre pour essayer de provoquer une érection. Et l'autre doit résister à ces caresses et tenter de rester impavide. Carlos Fausto mentionne aussi que chez les Paracana, dans l'institution de l'amitié rituelle entre hommes, disons le comportement entre des amis formels rituels masculins a une connotation érotique très forte. Ils dorment dans les cuisses l'un de l'autre, par exemple, s'enlacent pour dormir, se tiennent beaucoup par la main, se touchent beaucoup, etc. Et en même temps, ces amis formels rituels sont liés par un pacte d'homicide, en ce sens que si les rapports entre les deux groupes entre lesquels s'établit cette amitié formelle tournent au vinaigre, eh bien, l'un des partenaires sera spécifiquement chargé de tuer, d'assassiner son ami rituel et réciproquement. Cette dimension prédationnelle inhérente à la jouissance pourrait être mise en relation avec un certain nombre d'autres faits. D'abord, me semble-t-il, avec le statut du viol. Sous sa forme individuelle, celle-ci semble en effet extrêmement rare en Amazonie. Pour les Shuarachouar, les populations de culture jivaro, comme pour les Waorani d'ailleurs, le viol d'une femme, par exemple, et même d'une femme raptée, ce qui est un cas fréquent, est absolument impensable. Et il n'y a pas de rapport sexuel avec cette femme si elle ne manifeste pas des signes de consentement à la séduction apprivoisante. Et si ce n'est pas le cas, elle n'est pas violée, elle est tout simplement tuée. Et là où le viol fait partie du répertoire des comportements masculins possibles, par exemple au sein de certains groupes G du Brésil central, le viol est collectif et il a en plus un aspect très nettement punitif. C'est clairement un acte de guerre en mode mineur, non homicide. Par ailleurs, il me semble que cette charge prédationnelle de la jouissance érotique se retrouve d'une certaine façon dans les modalités amazoniennes de la zoophilie, à la fois réelle et imaginaire. Comme vous le savez peut-être, la mythologie amazonienne est absolument infestée d'épisodes de zoophilie, de rapports, d'actes de bestialité. Et d'ailleurs, en fait, il serait plus juste peut-être de parler d'haltérophilie sans H, avec un A, tout simplement, autrement dit, de propension à entrer en relation avec des autres, que de zoophilie au sens strict du terme. Mais ces épisodes concernent à peu près exclusivement des femmes, et elles finissent toujours mal, notamment pour ces femmes. Et en revanche, la zoophilie réelle
là où on en a noté l'existence, il y a quelques épisodes qui ont été décrits dans l'ethnographie, est, elle, une affaire exclusivement masculine, et elle concerne essentiellement des animaux de chasse morts ou destinés à mourir. C'est donc plutôt d'ailleurs une nécrozoophilie que d'une zoophilie proprement dite qu'il s'agit. Et si celle-ci apparaît comme une expression des connotations guerrières associées à la chasse qui, par ailleurs, produit aussi, faut-il le rappeler, des enfants adoptés, apprivoisés, autrement dit des animaux apprivoisés, eh bien, la zoophilie féminine imaginaire renverrait de son côté à une sorte de contre-modèle négatif de séduction-apprivoisement des femmes par les non-humains. Or, tout ce complexe de traits contraste de manière tout à fait frappante avec la place accordée ailleurs à la jouissance sexuelle, par exemple dans les mondes de l'Asie orientale et méridionale, et en particulier avec ce que nous rapportent les spécialistes de la Chine et de l'Inde ancienne. Je ne vais pas reprendre ici les développements qui existent justement dans l'introduction de ce volume, si ce n'est que pour en rappeler quelques traits très généraux et contrastifs, disons. En tout cas, pour ce qui est de la Chine et de l'Inde ancienne, la sexualité, dans le cadre d'une grande bipartition cosmologique et très généralisée, la sexualité est prise dans un vaste réseau de circulation de flux énergétiques dont la gestion, bonne ou mauvaise, affecte clairement l'équilibre du monde. Et dans ce modèle de type hydraulique, en somme, l'orgasme joue à l'évidence le rôle d'une vanne centrale. Et il fait donc l'objet d'une focalisation culturelle et cultuelle d'ailleurs, particulièrement développée, débouchant notamment sur un art amoureux, une ars erotica d'une extrême et parfois improbable élaboration, le Kama Sutra en offrant évidemment l'illustration la plus connue, mais elle est loin d'être le seul exemple, disons, de l'élaboration culturelle très forte autour de la sexualité qu'on trouve dans ces univers. Et corollairement, l'orgasme devient pour le coup l'objet d'une réflexion à la fois philosophique et technique, plus ou moins savante, source à la fois d'une abondante littérature sur la bonne manière de la gérer, en éjaculant ou en s'abstenant, avec qui, comment, à quel moment, etc. Et aussi l'objet de furieuses controverses. C'est un sujet qui a été en particulier débattu de manière absolument incessante entre taoïstes et confucianistes dans la Chine ancienne durant des siècles. Et au-delà de ça, l'orgasme dans ces mondes-là devient un moyen de connaissance des rouages du monde, un lieu privilégié d'appréhension des processus gouvernant le fonctionnement du cosmos. Évidemment, l'illustration la plus spectaculaire de ces configurations de type hydraulique est probablement l'extravagante codification du coït impérial dans la Chine antique, puisque l'orgasme de l'empereur y avait des répercussions très littéralement cosmiques. Et donc, cet acte-là était entouré d'un nombre de précautions rituelles et c'était une affaire d'État et elle était suivie comme telle, disons. Une affaire cosmologique en réalité. Mais je ne veux pas m'attarder, on pourrait y revenir dans la question éventuellement, je ne veux pas m'attarder ici sur le détail de ces démonstrations, parce que je voudrais revenir à l'Amérique. En effet, on décèle sur ce continent des configurations qui en fait ressemblent pas mal à ce modèle hydraulique asiatique. Notamment en Mésoamérique, mais aussi dans une certaine mesure dans le monde antin, ces configurations présentent
le même grand dualisme cosmologique et la même conception d'un monde gouverné par une grande machinerie de circulation de flux énergétiques. Et faute de temps, je n'en prendrai ici qu'un seul exemple, celui des otomis contemporains du Mexique, tels que les a décrits Jacques Galinier dans son grand livre La moitié du monde, publié en 1997. Chez les otomis donc, du plateau central mexicain, selon Galinier, le flux ou la force qui fait bouger l'univers, qui est vraiment le carburant de l'univers, l'équivalent donc du qi chinois, est justement la sexualité, elle-même conçue comme un rapport dynamique entre ce que les otomis eux-mêmes appellent la moitié du haut et la moitié du bas, autrement dit, entre la moitié des vivants et la moitié des morts. Et à mesure que les individus grandissent et s'engagent dans la sexualité génitale à partir de l'adolescence, la part de ce monde du bas qu'ils portent en eux et ce que les otomis eux-mêmes appellent le vieux sac, et que Galinier interprète comme une conceptualisation indigène de l'inconscient, cette portion donc du vieux sac augmente irrémédiablement, progressivement, jusqu'à la mort et jusqu'à engloutir finalement donc les individus et les faire basculer intégralement dans le monde des morts. Et dans cette conceptualisation, les individus, hommes et femmes d'ailleurs, ne peuvent donc que subir la loi de la sexualité, peut-être plus proprement de la libido, en reproduisant le cycle qui les mène de la naissance à la mort. Et là encore, chez les otomis, l'orgasme est figuré comme le lieu de révélation et de connaissance du rapport inéluctable aux morts et plus largement de cette dynamique qui produit du vivant à partir des morts et réciproquement. Donc c'est en même temps un acte cosmologique, mais un acte, je dirais, épistémologique d'une certaine façon. En même temps, l'orgasme est aussi, chez les otomis, très clairement tiré du côté du sacrifice, et il en devient même une forme, puisque chaque acte sexuel rapproche l'individu du monde des morts. En somme, l'orgasme otomie constituerait une sorte de variante en mode mineur du sacrifice sanglant qui, chez les ancêtres des otomis, permettait d'irriguer le monde du sang nécessaire à son dynamisme continu. On mesure du coup la différence entre ces modèles prédiqués sur la circulation d'une force, quel que soit le nom qu'on donne à ce flux énergétique, et ceux qu'on retrouve par exemple dans le monde amazonien. Là, il n'y a absolument rien qui ressemble à la vie comme un domaine spécifique. Autrement dit, à un principe de génération qui serait inhérent à la mécanique du monde. Le principe qui assure le mouvement et la métamorphose des êtres, c'est l'élan prédateur, l'élan cannibale, si vous voulez, et sa forme atténuée, le désir sexuel. Certes, celui-ci peut conduire à l'engendrement, mais la reproduction est plutôt un effet qu'un objectif. Elle n'est que l'une des manifestations, en somme, de cette espèce de pulsion cannibale qui mène à augmenter son collectif en prélevant chez d'autres les biens nécessaires à la magnification de soi et des siens, des femmes, des enfants, des petits d'animaux, des potentialités d'incarnation, des noms propres, etc. En soi, l'orgasme ne produit et ne révèle rien. Il exprime simplement la conjonction entre la pulsion prédatrice et le plaisir de la sensualité intraparentale. Du coup, il n'y a aucun besoin de l'économiser, de le gérer, de le calculer ou de le canaliser, à condition évidemment
de ne pas mélanger ou confondre des relations différenciées, d'éviter donc les interférences entre elles en s'abstenant d'un côté pour mieux s'engager d'ailleurs. Donc, plutôt que de contrôle de la sexualité en tant que telle, il faudrait parler en Amazonie de contrôle du corps et surtout du contrôle de la propension inhérente à l'existence même d'un corps à entrer en relation avec autrui. Et c'est ce entrer en relation avec autrui qui doit être sévèrement contrôlé et pas du tout en tant que tel l'acte sexuel. Et évidemment, comme on sait tous, les chamans peuvent parfaitement cumuler des rapports sexuels avec des entités non humaines, disons, et des rapports sexuels avec leurs épouses terrestres ou leurs partenaires sexuels terrestres. Mais en principe, on ne confond pas les deux. Encore que les chamans jouent parfois un peu à la limite de ces trucs-là en faisant semblant de temps en temps de glisser, en faisant des bruits étranges d'un monde à l'autre, par exemple. Mais c'est la conjonction intempestive de ces deux rapports, un rapport avec des non-humains d'un côté, un rapport sexuel, et un rapport sexuel avec une humaine d'un autre côté, qui serait en l'occurrence fatal aux chamans. Est-ce que je me demande si je ne vais pas m'arrêter là, histoire de laisser du temps pour la discussion, parce que la question évidemment se pose maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe quand ce type de configuration, qu'elle soit animiste ou analogiste, commence à entrer en contact avec des configurations naturalistes. Mais explorer ça oblige d'abord à faire un long détour par la question de ce que la sexualité fait, plus exactement ce que le naturalisme fait à la sexualité, ce qui n'est pas une mince affaire et nous entraînerait très loin, mais on pourra en discuter éventuellement dans le courant de la discussion. Voilà, donc je m'arrête là. Bien, alors, donc nous avons, merci Madame Taylor, c'était pour moi une communication époustouflante, ce qui est rare, parce que ces thèmes-là ne sont généralement pas abordés par les ethnologues, c'est très rare, et il y a une part de pudeur, une part de malaise, souvent dans la profession, on n'ose pas, il y a des sujets un peu tabous encore comme ça, pourtant c'est sûrement aussi important que la parenté, que la religion, etc. C'est fondamental, mais on a du mal souvent à trouver des données fines dans la littérature ethnographique et encore plus dans les communications. C'est aussi le problème que j'ai avec la prostitution. Quand on parle de prostitution, c'est difficile, il y a plein d'ethnologues qui disent « Ah, je préfère pas, etc. » Donc merci de cette conférence qui pour moi était extraordinairement riche, en pistes aussi, non seulement en données, mais en pistes de recherche. Avez-vous des questions? Moi j'en aurais, mais après, j'invite le public à débattre. Y a-t-il un auditeur dans la salle? Non, pas toi. Si, non, bon d'accord, est-ce qu'ils n'osent pas un petit peu. C'est la première fois que c'est un sujet, comme vous le disiez, ils sont un peu intimidés là. Ben, merci Anne-Christine de cette belle présentation. Et je me demandais, c'était très intéressant vu que je travaille aussi sur des populations dites analogistes dans les ondes et toute cette idée dont je ne sais pas beaucoup de flux. Et je dois avouer, moi aussi j'ai des lacunes énormes sur le sujet de la sexualité par rapport à mon terrain, donc c'est des choses aussi que je pourrais aussi découvrir dans le futur. Et j'ai bien aimé aussi toutes les comparaisons, notamment entre synchronique et diachronique, notamment avec la Chine. Mais je me demandais alors, avec la problématique de la relation naturalisme-animisme, naturalisme-analogisme, si on pourrait utiliser le même schéma de ces flux aussi, et je pense que la réponse est l'impression que oui, mais si vous avez aussi parlé sur ça, dans l'Europe
prénaturaliste, voire dans l'Europe analogiste. Donc, on a un sens où il y a ce basculement. Alors, je n'ai pas spécifiquement travaillé. Ça a été beaucoup fait par les historiens, en l'occurrence. Et il y a une pléthorique littérature sur la question que je ne connais qu'imparfaitement. J'ai évidemment lu Foucault et quelques grands auteurs de ce type-là. Mais il y a encore énormément de choses à explorer, en particulier en ce qui concerne le Moyen-Âge, où à la fois je pense que les sources sont assez riches, mais il manque un travail, disons, de comparaison anthropologique avec les historiens du Moyen-Âge. C'est quelque chose qu'il faudrait faire, effectivement, et je pense qu'il serait ravi d'en discuter. Une chose qu'on peut... Et c'est très pertinent, en particulier pour les américanistes, cette affaire, pour une bonne raison. C'est que dans ces contacts entre ces mondes animistes ou analogistes amérindiens et les configurations d'inspiration plus ou moins naturalistes, le contact, il se fait toujours par le biais de médiations réelles, concrètes. Or, en Amazonie, en particulier, le médiateur principal, ça a été évidemment les missionnaires. Et avec les missionnaires est arrivée une figure qui joue un rôle absolument majeur dans l'apprentissage du naturalisme par les populations animistes en particulier, c'est le diable. Et du coup, là, il faudrait probablement revenir au monde européen prénaturaliste pour trouver des comparaisons riches de ce point de vue-là. Ce qui est certain, c'est que il y a en ce moment, il est en train de se nouer un rapport dont je pense que les conséquences vont être très, très négatives, en particulier pour les femmes. Un nœud assez létal entre la sexualité, la figure du diable et l'argent. On retourne à la sorcellerie, en fait. On retourne à la sorcellerie. À la chasse aux sorcières. Vous faites bien de le signaler parce qu'il y a une chose qui apparaît assez clairement, c'est que par exemple, dans le monde du chamanisme, ces non-humains avec lesquels les chamans passent des alliances, de plus en plus sont perçus comme étant le diable, une figure quelconque assimilable au diable. Et donc, du coup, le chamanisme est en train de virer à la sorcellerie, de ce point de vue-là. Et donne lieu au même phénomène d'hystérie persécutoire ou persécutive, si j'ose dire, qu'on a trouvé, qu'on repère évidemment ailleurs. C'est juste une des conséquences. Mais en tout cas, cette espèce de... Le diable est devenu, disons, une espèce de maison, un lieu de commutation particulièrement important justement pour le contact entre des configurations naturalistes. Et d'une certaine façon, on comprend pourquoi le diable, la figure du diable, est une sorte de préfiguration conceptuelle de l'idée de nature pour les Indiens. Le diable les intéresse beaucoup plus que la figure de Dieu. Il faut dire, ça a déjà été observé, ça a été noté maintes fois, et c'est un fait, et on comprend pourquoi, parce que le type d'agentivité attribué au diable est d'une certaine façon beaucoup plus intelligible que celle attribuée à Dieu, tout simplement. Oui, mais n'est-ce pas aussi parce que la plupart des sociétés non étatiques, telles que les sociétés amazoniennes par exemple, résument souvent plus facilement les entités malfaisantes sous la forme d'une entité unique qui représente globalement les autres, alors que celle du bon Dieu, au contraire, le Dieu unique, celui-là,
ça marche pas, ça fonctionne pas aussi bien. Bah, ça devrait, parce Ça que devrait, théoriquement, il embrasse tout, lui. Mais, Non, mais je veux dire que eux, polythéistes ou oui. ayant en plus, enfin c'est ce que j'observe en Asie non étatique, hein, du Sud-Est, que les sociétés ont facilité à mettre une figure, une sorte de dieu du mal, mais qui en fait n'est pas un dieu du mal, juste une représentation générique. Générique. Mais c'est précisément pour ça que ça en fait une sorte de préfiguration conceptuelle pour l'idée de nature. Oui. Parce que ça embrasse une énorme quantité de phénomènes concrets, mais néanmoins délimitables. Et chez les automies, par exemple, c'est très clair. Le diable, c'est évidemment la sexualité, mais c'est aussi l'argent, c'est les automies traditionnelles eux-mêmes dans un certain contexte, c'est les blancs, c'est la méchanceté et le pouvoir des blancs, et ainsi de suite. Donc ça englobe toute une série de... Et c'est cette capacité à embrasser, à unifier un champ très large de phénomènes qui évidemment en fait une figure conceptuellement particulièrement intéressante pour les Indiens, c'est certain. Et le fait que le chamanisme, les chamanismes, disons, pour être au sens là, mais dans l'acception descolienne, hein, y compris en Asie du Sud-Est non étatique, pour des formes qui sont en approche quand même pas mal, c'est un peu la même chose. Alors moi je ne connais pas le bassin amazonien du tout, je ne suis jamais allé, j'ai lu un peu, mais je ne suis pas du tout compétent, mais en revanche ça me parle beaucoup sur l'Asie du Sud-Est tribal, c'est-à-dire où il y a aussi un phénomène de ringardisation, de mépris en route, de condescendance amorcée des grandes religions évidemment, et des sociétés dominantes qui les ont adoptées, et de plus en plus, parce que par exemple l'islam, s'il est présent en Indonésie et en Malaisie depuis le XIVe siècle, en réalité c'était minoritaire, c'était quelques princes. C'est très récent que la population y adhère de très près. Il y a ce phénomène avec les missionnaires catholiques ou protestants américains ou autres qui se posent sur les minorités nationales indonésiennes, par exemple à Bornéo, et que ce soit des chrétiens un peu fondamentalistes ou des musulmans de plus en plus rigoristes, ils cantonnent de plus en plus, ils refusent l'animisme quel qu'il soit, et donc il y a cette forme d'ostracisme qui apparaît de plus en plus effrayante, ça va de plus en plus vite. Alors ça a l'air d'être un peu comme ça aussi en Amazonie. Oui et non, c'est compliqué l'affaire des rapports avec le christianisme, parce que en Amérique latine, du côté catholique, disons, les missions catholiques en Amazonie restent assez marquées par l'idéologie Vatican II, la doctrine de la réincarnation, de l'incarnation, pardon. Autrement dit, l'idée que le christianisme est en germe dans les pratiques et les croyances indigènes, etc. Et donc il y a au fond un respect presque sacré à la limite pour l'Église catholique est beaucoup moins dans un processus de répression et de diabolisation que les protestants. Alors, les protestants, en revanche, c'est exactement le contraire. Eux mobilisent beaucoup justement la figure du diable pour condamner en bloc évidemment tout ce qui concerne les pratiques et ce qu'on appelle les croyances traditionnelles. Parce que ce qui caractérisait la sorcellerie au début, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, c'était la liberté, notamment la grande liberté sexuelle, l'indépendance en fait laissée aux femmes, et qui aboutit à une sorte de sexocide, enfin de terrible, et qui est en fait une répression d'abord sexuelle, de liberté sexuelle, enfin c'est ce qui apparaît de plus en plus dans les sources concernant l'Europe, etc. Alors finalement, ce qui arrive à la sexualité des Amérindiens et plus largement des sociétés, c'est une question que je voulais vous poser parce que ça parle beaucoup ce que vous dites. Si je peux me permettre de faire une remarque, vous avez abordé au début la conférence avec un point un peu secondaire, mais essentiel, je pense. Vous avez parlé de cette double
exception que représente, exceptionnelle aussi, parce que représente la sexualité et l'homicide, exception dans l'observation participant. Eh bien, c'est drôle parce que ça rappelle tout à fait le prix de la fiancée pour la sexualité et le prix du sang pour l'homicide, évidemment, enfin, entre autres, sinon c'est plus large. Et Alain Testard a toujours pensait vraiment très fortement, il pensait que c'était une loi sociologique universelle, que les deux sont corrélés. Alors ma question c'est, est-ce que le prix de la fiancée est dans les sociétés amazoniennes répandu, ou est-ce que ça n'existe pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ah, ça c'est un... Pas du tout. Et alors, oui, mais c'est pas des sociétés très hiérarchisées, ça, c'est pas des... c'est ça. Certes non, non, c'est non. Ça. Oui, c'est très différent. Oui. De... Oui. Et alors, la question qui me... Enfin, je ne sais pas si c'est une question, une remarque par rapport à la sexualité de ces sociétés-là. Vous avez dit, vous avez souligné à plusieurs reprises, notamment que les langues amazoniennes sont dépourvues de termes exprimant jouissance, extase, comment dirais-je, orgasme, plaisir même. En tant que spécifiquement. Oui, de termes. Alors, c'est très intéressant parce que j'avais travaillé sur ces questions à la fois individuellement et collectivement sur plusieurs années. Et on avait commencé à travailler sur des ouvrages avec des collègues, qui ne sont pas tous aboutis, mais on avait bien avancé dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Alors, il se trouve qu'il n'existe, à ma connaissance, dans les langues que je peux maîtriser ou celles dont j'ai entendu parler par mes collègues à qui j'ai demandé, dans les sociétés non étatiques, aucun terme de la même manière pour exprimer jouissance, orgasme, plaisir. Alors en plus, plaisir féminin, mais même le masculin. C'est-à-dire, le plus approchant serait au moment où le sperme jaillit, le lait qui jaillit, le liquide séminal qui jaillit, le jaillissement, c'est tout. On n'a pas le plaisir, le terme n'existe pas dans aucune langue que je puis connaître ou déjà entendu parler. Et alors, je pensais que ça ne concernait que les langues des minorités ethniques, des sociétés non étatiques. Or, c'est la même chose dans les grandes langues. Vietnamien, en thaï, en khmer, etc. On n'a pas le terme. Alors, c'est des métaphores ou des onomatopées de la même manière. Et donc, il y a une élide, enfin, c'est une élision, une élision du phénomène, mais en même temps, il existe une très grande liberté sexuelle traditionnelle dans toutes les sociétés de cette ère. Alors, vous parliez en citant Claude Lévi-Strauss de l'érotisation diffuse. Je suis d'accord, c'est une très jolie expression. Le fait que ces sociétés tropicales soient traditionnellement très dénudées, très libres aussi, vous évoquiez ces amitiés un petit peu ambiguës entre les hommes qui peuvent aller de manière érotisée, de manière parfois même très approfondie. On a la même chose aussi dans les sociétés d'Asie du Sud-Est, pratiquement toutes, avec beaucoup de liberté, de tolérance aussi, pour le corps. Mais alors c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il existe partout, ça j'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps, en dépouillant la littérature, une espèce de constante, y compris dans les anciennes sociétés étatiques, qui se perd évidemment sous les artifices récents, les influences de l'islam ou du christianisme par exemple, mais qui reste quand même sous-jacent, c'est la grande liberté sexuelle laissée aux adolescents partout, et entre les premières règles pour les filles, surtout pour les jeunes filles, jusqu'au mariage, jusqu'à l'union. Après on peut déraper, mais en général ça reste très surveillé, et puis il n'y a pas tellement d'adultère constaté, il y en a comme partout, mais pas tellement, mais une grande liberté, une énorme liberté sexuelle qui est avancée. Là, vous parliez pour l'Asie, vous citiez donc le monde chinois et indien. Alors, ancien, bien sûr. Alors, j'aurais voulu ajouter peut-être, vous connaissez bien, Verrier Elvin, la maison de jeunes chez les Maurya, alors qui parle plus de l'Inde tribale et
qui est très intéressante parce qu'il y a cette liberté sexuelle totale qu'on retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est, à Bornéo, chez les proto-indo-chinois, y compris chez les Thaïs, les Lao, de manière plus récente, et puis un petit peu adapté aux contraintes d'État. C'est pas du tout le cas en Amazonie. Hein, oui, mais alors, ouais. en même temps, cette liberté va de pair avec le manque de vocabulaire, l'absence dans le lexique. Voilà. Alors, il y a aussi une constante. Alors, je vous pose la question parce que le positionnement, le jeu sexuel en général de ces populations où on dort dans des maisons communes, il n'y a pas de chambre individuelle, etc. Les gens dorment entre générations d'ailleurs. C'est mixte aussi, etc. Et donc, on a, en général, ils pratiquent la position du missionnaire très rapidement. Il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas de jeu, etc. Donc, c'est peut-être aussi une contrainte qui fait qu'il n'y a pas véritablement le jeu du couple, comme on peut l'imaginer en Occident moderne, en tout cas. Alors qu'il y a cette image peut-être plus érotique de l'Amazonie, où il semble plus, je sais pas, de ce que j'ai lu, plus joueur ou plus porté à ces choses. Oui. Alors, ils le sont en Asie, beaucoup, mais finalement, peut-être la densité aussi démographique joue, je ne sais pas, on a un expert si vous pouvez répondre à cette sorte de questions, c'est votre c'en est une. Alors, un mot sur la question du vocabulaire. Même s'il n'y a pas un lexique spécifique, il y a notamment dans le monde asiatique, comme vous le disiez, il y a un ensemble de métaphores standardisées qui sont très révélatrices. L'affaire du nuage et de la pluie, ça ne pourrait pas exister en Amazonie. Le nuage et la pluie étant une métaphore standardisée pour désigner l'acte sexuel, en Chine ancienne en tout cas. Et une expression comme ça n'aurait aucun sens, aucune idée de quoi il s'agit là, n'aurait aucun sens. Donc, même s'il n'y a pas un lexique, il y a évidemment des expressions standardisées qui elles-mêmes néanmoins renvoient spécifiquement à l'acte sexuel en l'occurrence. En Amazonie, pour dire que qu'un homme et une femme font l'amour, on emploie exactement le même terme. On dit ils s'amusent, littéralement. Oui. C'est ce qu'ils disent en Asie aussi. Comme on dit pour des jeunes enfants, comme on dit pour des animaux qui jouent ensemble. Littéralement, ils se réjouissent ensemble. En vietnamien, en thaï et dans toutes les langues que je puis connaître des minorités, ils disent aussi jouer. Jouer comme on joue, comme des enfants jouent. Peut-être que c'est une relative constante de société à tendance animiste, en tout cas. Ça serait intéressant à approfondir. Vous avez une piste de recherche? Oui, il y a plein de questions là. Allez-y. Bonjour. Moi, je me demandais, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de terminologie très développée sur les pratiques sexuelles de l'orgasme, est-ce qu'on avait donné, ce qui est des terrains amazoniens, sur une éventuelle transmission de savoir, voire de savoir-faire, entre guillemets, entre femmes, par exemple? Parce que souvent, ça, on le trouve dans les sociétés où hommes et femmes sont particulièrement séparés. Et je me pose la question à la fois pour la sexualité en général et peut-être aussi en particulier pour la question de l'orgasme. Parce qu'entre femmes, notamment de aînés à... Oui, je comprends. En général, non. Précisément, ça fait partie de ce que j'ai appelé l'absence d'un art amoureux développé. Effectivement, il n'y a pas du tout de transmission de savoir-faire, comme ça existe en Afrique, en Asie, n'en parlons pas, etc., de transmission de techniques, de savoir-faire corporel relative à l'acte sexuel. Et ce sont les hommes qui initient les femmes
à l'acte sexuel, point barre. Et sans beaucoup de raffinement, disons. Donc il n'y a pas du tout, effectivement, le développement d'un savoir-faire féminin. Il y a, en revanche, évidemment, l'apprentissage d'un certain nombre de signes qui constituent des signes de consentement ou d'intérêt sexuel. Mais ils sont extrêmement, s'agissant des choix en tout cas, extraordinairement voilés. Parce que contrairement, alors là, justement à l'Asie du Sud-Est, liberté sexuelle, zéro, enfin en théorie. Les filles en particulier sont extrêmement, extrêmement contrôlées d'abord par leur père et ensuite par leur mari, voire leur frère. Et il est impensable pour une femme de manifester, de montrer ou de laisser voir qu'elle manifeste un intérêt. Et les garçons, ça ne les empêche pas évidemment d'avoir ni les femmes d'ailleurs, d'avoir des aventures extra-conjugales éventuellement ou pré-conjugales, manifester publiquement de l'intérêt de la part d'un jeune homme pour une fille, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est très très discret. Ça oui, les femmes l'apprennent et éventuellement transmettent comment faire pour pas se faire attraper, tout simplement. Ça oui. Mais, Une autre question, c'est ça? Bonjour, Geoffrey Poitou, étudiant en ethnologie. J'avais une question. Moi, j'ai du milieu des sciences historiques. oui. Et, dans l'antique, les historiens antiquisants, pour comprendre la société antique, ont utilisé les mythes qui offraient beaucoup d'éléments sur les sociétés. Oui. Je voulais savoir si l'étude de ces cosmologies amérindiennes ne permettrait pas, aujourd'hui en ethnologie, d'en apprendre plus sur la sexualité. Et au-delà même des mythes, est-ce qu'avec d'autres disciplines comme l'ethnomusicologie ou encore l'anthropologie du corps, en étudiant les danses, vous ne pouvez pas également d'apprendre plus sur ce rapport à la sexualité? Si vous aviez oui. une réponse. Évidemment, ces domaines sont, en particulier la danse, la musique, peuvent fournir des indices sur des manières de conceptualiser la sexualité. Le statut de la mythologie, ça c'est une affaire compliquée. Évidemment, la mythologie joue un rôle énorme dans les cosmologies, ce qu'on appelle les cosmologies amérindiennes. Mais il ne faut surtout pas l'imaginer comme un répertoire d'observation ou une source d'observation réaliste, si j'ose dire, sur une société. La fonction des mythes, c'est justement comment dirais-je, de faire réfléchir à la bizarrerie du monde. Et donc, si la mythologie amazonienne est absolument remplie d'épisodes de zoophilie, c'est pas du tout parce que les Indiens sont obsédés par l'idée de faire l'amour avec les animaux. C'est tout simplement parce qu'il faut expérimenter dans l'imaginaire toutes sortes de possibilités du monde qui ne correspondent pas justement à celles du monde réel. C'est un terrain d'imagination métaphysique, beaucoup plus qu'un domaine où on peut retrouver des indices précis sur la nature d'une société et par exemple ses pratiques sexuelles. Effectivement, si on s'en tenait à la mythologie, on aurait une idée absolument terrifiante de la sexualité amazonienne, incontestablement, parce que, outre la zoophilie, absolument toutes les perversions possibles et imaginables, ou considérées telles, s'y retrouvent. Alors qu'en réalité, comme je l'ai indiqué, son sexualité amazonienne est très innocente d'une certaine façon.
ou en tout cas donne l'impression de l'être, surtout par rapport à des Occidentaux. Chers collègues, merci beaucoup pour votre présentation. Laurent Philippot, je suis en postdoc. Je voulais revenir sur cette question de la méthodologie, parce que vous disiez que l'observation participante dans le cadre de la sexualité a été pas mise en pratique. En fait, il y a quand même une thèse en ethnologie à Nice sur les. Alors, le titre, l'ethnologie des logiques dispositives dans les rapports sadomasochistes, ludicité et ritualité des interactions dans une communauté BDSM du Grand Est français, aussi dans le coin. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que, du coup, comment vous verriez les différences finalement là? Est-ce que c'est parce qu'on est sur un terrain proche et que c'est plus. On est plus dans l'anthropologie du proche et dans ce cas-là, l'expérience est accessible? Est-ce que ça se fait parce que c'est des pratiques communautaires et dans ce cas-là, elles sont ouvertes potentiellement à d'autres gens? Ou est-ce que. Oui, je pense que. C'est plus récent et dans ce cas-là, on ose peut-être un peu plus en parler, mais vous savez, c'est une question qui arrive aujourd'hui qu'on ne posait pas avant. Comment vous interprétez? C'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est précisément le fait que ce sont des pratiques communautaires et que du coup, on est dans une situation, une configuration très différente de celle d'une ethnologie classique où l'ethnologue va chez les Chouars, par exemple, pour travailler, et où les relations, la nature des rapports entre les Chouars et le monde dont l'ethnologue vient sont particulièrement des rapports d'exploitation, d'oppression, de violence symbolique ou réelle, etc., etc. Dans le cas d'un travail au sein d'une communauté de pratiquants SM, comme vous le disiez vous-même, je pense que ça ne pouvait se faire que en devenant membre de cette communauté, précisément. Autrement dit, en se plaçant dans une situation d'équiparité avec les gens de la communauté qu'on étudie. Dans le cas des choix ou de n'importe quel, c'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Et donc, du coup, éthiquement, ça pose un problème très différent, je pense. Bonjour, Martin Menet, étudiant en Master 2 d'anthropologie. C'était une question à propos du rapport en zoophilie. Est-ce que c'est pas non plus lié, alors peut-être que ça dit que vous pouvez les dire, mal entendu, mais aux perspectives, c'est-à-dire à la vision aussi que pour nous c'est de la zoophilie, d'accord, mais pour eux c'est peut-être un rapport avec l'intériorité humaine aussi, c'est peut-être m'a posé ma question. L'intériorité humaine de l'animal et surtout dans les mythes, ils partageaient peut-être la même humanité et même peut-être les mêmes corps. C'est une question tout à fait pertinente aussi. Le problème, si j'ose dire, de la zoophilie mythologique est le fait qu'elle a généralement des conséquences désastreuses pour les personnes, surtout les femmes qui s'y livrent. C'est justement parce que elle n'est pas perspectiviste d'une certaine façon. Autrement dit, elle est fatale parce que, pour le dire autrement, faire l'amour avec un animal ne pose pas problème si et c'est le cas au fond des chamans d'une certaine façon, si il y a eu un travail de familiarisation réciproque préalable qui permet justement à l'un des deux, en tout cas, de voir l'autre comme un humain. D'accord ? C'est bien parce que les chamans voient éventuellement des loutres comme des humains et que les loutres apprennent à voir le chaman comme un humain qui peuvent faire l'amour. En revanche, faire l'amour avec un animal sans se livrer à ce travail préalable d'humanisation réciproque, du coup, a des conséquences fatales. Parce que ça enclenche immédiatement la prédation. D'accord ? Autrement dit, un rapport justement où l'autre est considéré soit comme une proie, soit comme un prédateur.
Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais... Bonjour, Olivier Chizo, étudiant en M2 ethnologie. À lire la nature domestique, écologie et praxis. C'est Philippe, hein, c'est oui, pas oui, moi. oui, tout à fait, mais il semblait aussi que vous aviez participé. On a fait le terrain ensemble. Voilà. Ouais. Autrement, non. À vous lire Ouais. cet ouvrage, que la sexualité se passait beaucoup en forêt, Oui. et pas dans le domaine domestique. Oui. Et je voulais savoir si, du coup, si ça impliquait que la forêt soit un lieu un peu, justement, peut-être aussi avec la venue des missionnaires, un lieu, justement, plus diabolisé, ou un lieu qui fait un petit peu, qui soit plus sujet à des fantasmagories, voilà. Je crois que c'est plutôt le contraire, en fait, d'une certaine façon. Faire l'amour en forêt, il y a des raisons, d'abord, parfaitement pratiques pour ça. C'est que chez les Achuars, la polygynie était très généralisée à l'époque. Et l'occasion pour avoir des rapports sexuels avec ses épouses, c'est précisément à la chasse, où on prend une des femmes où un homme prend une de ses femmes avec lui. Du coup, très bien, parce que dans la maison, compliqué à gérer. Et la forêt, c'est beaucoup plus un espace de liberté. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que d'une certaine façon, comme je l'indiquais, les hommes et les femmes sont les uns vis-à-vis les deux sexes sont les uns vis-à-vis des autres dans une position. J'avais fait un exposé une fois qui s'intitulait « Est-ce que les femmes sont des non-humains comme les autres ?» Parce que du point de vue des Achuars, les femmes sont le statut d'humanité, donc de semblable des femmes, est ambigu, et réciproquement d'ailleurs. Précisément parce qu'elles ne sont pas absolument identiques par définition. Et d'ailleurs, les Indiens imaginent toujours que toutes les populations d'êtres, spirituelles ou réelles, etc., viennent toujours en deux sous-espèces, les hommes et les femmes. Donc la dichotomie sexuelle est constitutive, mais du coup, il y a déjà un quotient d'altérité chez une femme par rapport à un homme, ou vice-versa, qui fait qu'elle est tirée du côté du non-humain. Et être en forêt, d'une certaine façon, c'est retrouver un peu de cette espèce d'horizon imaginaire dont viennent les femmes du point de vue des hommes, qui est d'être finalement des choses à domestiquer, exactement comme les petits animaux. C'est entre la chasse et l'érotisme, les rapports sont ça me rappelle le livre sont de étroits. Jacques Hein. Forêt, femme, folie. Oui, bien sûr. Chez les Jorai, vous le direz, en complément de la nature que vous avez donc. Mademoiselle, c'est ça? Bonjour, Mia Médiane. On n'entend pas. Mia Médiane, étudiante en électrométallurgie. Alors après, ce que vous avez dit, également les questions qui ont été posées, notamment avec le peu de transmissions qui sont faites, mais également le fait qu'il n'y a pas de terme précis pour parler essentiellement de l'orgasme. Tout semble très métaphorique. Et donc ma question c'était, est-ce qu'il y a un souci de se cacher ou entre guillemets une notion d'intimité qui est à l'œuvre Notion d'intimité, ça c'est compliqué. Oui, sauf qu'elle ne prend pas du tout des formes qui nous seraient qui seraient celles qu'on attendrait. Comme on le voit même dans les photos et comme on le sait, l'intimité des corps n'est pas quelque chose qu'on cache. La nudité ne pose pas de problème, sauf pour le sexe féminin qui, dans aucune culture amazonienne, n'est montré.
Mais sinon, qu'un homme ait une érection en public, c'est pas un problème majeur, sauf dans certaines circonstances. L'intimité, c'est plutôt l'entre-soi, c'est pas quelque chose à cacher nécessairement. On peut même l'exhiber, et c'est assez naturel que les époux et leurs enfants se câlinent réciproquement, mais ils le font au public. Et c'est une démonstration d'intimité, c'est une démonstration de bien-être familial et une démonstration d'humanité du même coup, d'une capacité à produire de l'humain qui est importante, une valeur très importante de leur point de vue. Il y a peu de choses qu'on cache. Ce qui relève vraiment de l'intime, c'est les rencontres avec le surnaturel. C'est pas ce qui se passe chez les humains. Et tout le monde sait que les gens ont des rapports avec des entités surnaturelles, puisqu'ils les cherchent spécifiquement à l'occasion de quêtes visionnaires, etc. Mais ils ne révèlent jamais, sauf dans des circonstances très très particulières et très limitées, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça, c'est de l'ordre de l'intime maximal, je dirais. Je posais une question quand vous avez parlé des visions cosmogoniques des rapports sexuels entre les individus. Vous avez parlé comme s'il y avait un énorme pouvoir qui était accordé à ces personnes-là et que ce pouvoir devait être restreint. Et en même temps, d'un côté, devait être utilisé. Je veux savoir comment s'articulait cette difficile. Vous parlez sans doute du moment où j'évoquais les rapports sexuels cosmologisés en Chine ancienne, par exemple, ou celle de l'empereur, etc. Oui, et aussi quand vous avez parlé quand vous avez parlé des différentes conceptions qu'il y avait autour de ce que vous avez appelé des fluides, et de l'échange des fluides, et aussi de la vision du rapport sexuel et de cet échange érotique, qu'on inscrit aussi le rapport sexuel dans la ligne de vie, avec ce progressif avec la mort, etc. Comme si ça donnait effectivement un pouvoir aux individus, mais qu'en même temps ça devait être restreint, vous avez dit, par rapport à la restriction du rapport à l'autre qui doit être contrôlé, maîtrisé. Ah oui, d'accord. Vous voyez, il y a cette différence entre pouvoir accordé, quelque chose qui doit être restreint et en même temps utilisé, de savoir comment ça s'appelle. Alors, juste pour éviter une confusion, quand je parlais de restriction, de contrôle sur les rapports éventuellement sexuels qu'on avait avec autrui, je parlais des mondes animistes et pas du tout des mondes analogistes. Encore que la question. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. La question des fluides, du contrôle de la circuiterie hydraulique, disons, dans laquelle la sexualité est inscrite, dépendent évidemment énormément de la nature plus ou moins hiérarchique, au sens politique du terme, de la société concernée. En Mésoamérique, on n'est plus, en tout cas, dans un immense empire. Il n'y a pas d'empereur, il n'y a pas de. Donc comment dirais-je, chaque individu gère lui-même son rapport au monde des morts, par exemple, même si ça se passe dans le cadre d'une collectivité. Quand c'est un empereur qui doit endosser la responsabilité de faire tourner le circuit du monde, le circuit énergétique du monde, évidemment, à ce moment-là, on comprend que sa vie sexuelle soit incroyablement codifiée, surveillée, etc., contrôlée, et ainsi de suite. Parce qu'il est le garant et littéralement le producteur de l'énergie qui fait tourner
il est conçu comme tel en tout cas, qui fait tourner la machinerie. C'était vraisemblablement le cas des grands prêtres et des prêtres rois dans l'univers andin précolombien jusqu'à un certain point, en Mésoamérique précolombienne aussi dans une certaine mesure, qui d'ailleurs se faisait saigner en permanence, en tout cas en Mésoamérique, justement parce qu'il devait produire du sang pour alimenter la machinerie où l'énergie en question était matérialisée par du sang fondamentalement pour faire tourner le monde. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais... Pardon? Une question. Ah, une dernière question. Et deux alors. Ah non, monsieur d'abord. Sympathique. Merci. Parce que Étienne aura l'occasion de la poser après. Oui, je suis en M1 de philosophie. Est-ce que vous pourriez expliquer l'hostilité à l'autre que témoigne la sexualité dans le rite du mariage, ou plus rarement dans le viol? Parce que vous l'avez présenté comme quelque chose de principiel, et dans ce cas, qu'est-ce que ça révèle du groupe et quelle est son extension? Alors, ça peut être aussi une question compliquée, mais pourquoi est-ce que ça se traduit particulièrement dans la sexualité? D'abord, juste précision, ça ne se traduit pas du tout exclusivement, ni même, à vrai dire, surtout dans la sexualité, mais ça se répercute aussi dans la sexualité. Maintenant, effectivement, quand j'ai parlé du rapport à l'autre comme étant inscrit a priori sur le registre de l'hostilité, ça fait référence à une topique centrale de l'ethnologie amazonienne depuis pas mal d'années, où effectivement toute la recherche ethnologique montre qu'effectivement l'altérité est toujours constituée comme quelque chose d'ennemi et en même temps quelque chose d'indispensable. Autrement dit, qu'il y a une tension nécessaire qu'il y a une tension permanente vers l'altérité et qu'en même temps cette altérité est dangereuse et qu'il faut lui prendre par la violence les ressources nécessaires à la vie et à la constitution d'un soi à la fois collectif et individuel. Ça, c'est une longue affaire qui est beaucoup détaillée dans l'ethnographie sud-américaniste et qui est vraiment très, très généralisée. Ça ne veut pas dire que tous les groupes des Basses-Terres se conçoivent comme des peuples guerriers en permanence sur le pied de guerre. Ça peut au contraire se traduire par l'adoption volontaire d'une position de proie. Mais ça ne change rien, en fait, à la nature de la relation à l'altérité, qui reste fondamentalement une relation de prédation. Peut-être parce que le rapport aux autres est en fait inspiré par le constat ou l'observation de la chaîne trophique, tout simplement. Pour survivre, toute entité vivante doit se nourrir d'autre chose que d'elle-même. Et donc, du coup, le rapport à l'autre est nécessairement, d'une certaine façon, soit un rapport si on extrapole ça à l'échelle cosmologique, pour ainsi dire, on est soit proie, soit prédateur par rapport à autrui. Et donc, ça se traduit sociologiquement par une posture d'hostilité principielle qui peut ou non d'ailleurs déboucher sur des comportements guerriers. Ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Si au lieu de parler de guerre, on parle d'insécurité, est-ce que c'est plus réaliste sur la longue histoire, hein? Insécurité permanente. C'est pas faux. C'est pas faux, d'autant plus que les esprits en Amazonie sont prédateurs comme tous les ans, et en particulier vis-à-vis des humains. Les esprits ne sont pas du tout des trucs bienveillants en Amazonie. Donc effectivement, c'est des sociétés à insécurité permanente, d'une certaine façon, mais évidemment, on n'aime pas beaucoup ce terme insécurité, parce que, pour d'évidentes raisons, quoi. On a une dernière question.
Bonjour, Étienne Kim, je suis étudiant en master d'ethnologie ici à Strasbourg. Merci pour votre présentation. En fait, moi, j'aurais bien aimé savoir si, d'après vos observations, enfin ce que vous avez pu dire sur le sujet, le fait que l'érotisme du coup en Amazonie soit très, très peu exprimé et du coup très peu présent, c'est pas, du coup c'est pas un moyen de limiter en fait les rapports sexuels et donc l'expansion démographique, mais aussi la création, la modification du collectif et du coup la création d'une instabilité, d'une situation instable, notamment dans les rapports entre humains et non-humains, qui entraînerait du coup une nouvelle naissance. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Une voix de Rachel Dolmatov qui oriente un peu vers ces deux. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. D'abord, c'est pas parce que les Amazoniens ne font pas tout un plat de l'orgasme, si j'ose dire, qu'ils font pas l'amour comme tout le monde, et même beaucoup. Donc, de ce point de vue-là, ils n'ont pas du tout des pratiques malthusiennes. En tout cas, des pratiques malthusiennes délibérées. C'est vrai par ailleurs que c'est des fous des prohibitions rituelles. Et dans le cas des prohibitions rituelles, c'est vrai que très souvent, il y a des interdits de rapports sexuels. Quand on fabrique du curare, on ne fait pas d'amour. Quand on est malade, on ne fait pas l'amour. Quand on est mordu par un serpent, on fuit tout ce qui pourrait... on fuit le contact avec des gens qui auraient eu des rapports sexuels, et ainsi de suite. D'accord ? Mais c'est pas du tout parce que on cherche à limiter les naissances. Et au contraire, la capacité à fabriquer des enfants est très valorisée. À avoir des grandes familles est très valorisée. La régulation des naissances, comme dans beaucoup de sociétés pré-industrielles, dépendait d'abord de pratiques d'allaitement très prolongées et peut-être plus récemment d'une très forte mortalité infantile, tout simplement. Peut-être plus récemment. Ah oui. Je pense que oui. Je pense que la mortalité infantile a probablement été plus... c'est même assez logique et a probablement augmenté du fait tout simplement de l'introduction des maladies occidentales qui ont un effet dévastateur sur ces populations et en particulier sur les enfants évidemment. Contrairement à ce qu'on croit, je pense que le contact des Blancs a été... Alors c'est marrant parce c'est intéressant parce qu'en Asie du Sud-Est, équivalente dans la sphère qui pourrait être nommée presque amazonienne, chez les proto-indochinois de Vietnam, Cambodge par exemple, la mortalité infantile avant l'arrivée des Européens est terriblement élevée. C'est de l'ordre de 8-9 sur 10. Et c'est beaucoup, oui. C'est énorme. Et alors la peur de justement, donc c'était pas du tout. Enfin, c'est la même chose. Au contraire, pas du tout de malthusianisme ou mais les pratiques locales aussi concernant l'évitement de l'enfantement, c'est surtout aussi dans l'homme qui se retire à temps. Oui. Est-ce que c'est aussi le cas Pas du tout. Pas du tout. Pour autant que je sache, les quelques ethnologues qui ont posé la question, notamment les ethnologues jeunes peuvent discuter de ces affaires avec d'autres jeunes gens, jeunes hommes, avaient l'air absolument effarés par l'idée de se retirer avant. Et c'est pas du tout une technique qui semble être... pas du tout. Alors. Est-ce que les femmes connaissent les plantes abortives, la pharmacopée ou pas? Non. Quelques pratiques abortives, mais assez brutales et pas très efficaces. Oui. Oui, pardon. C'est marginal, disons. Oui. Bien, il nous reste à remercier notre conférencière de cette magnifique exposé. Merci de vos questions.